vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission préparée bien sûr par Perrine Suquet et Laure Broulard. Et c'est Marc Bisset qui est aux manettes techniques de cette émission. Cette émission consacrée au dossier de ce qu'on appelle les disparus de Perpignan. Mais je le rappelais tout à l'heure, il y a une disparition dans cette affaire. Une jeune fille de 17 ans et demi, Tatiana Andujar. Ça se passe en 1995. On rappellera tout à l'heure les circonstances dans lesquelles elle a disparu, comme si elle s'était volatilisée. Et puis ensuite, ces trois meurtres étalés entre 1997, 1998, 2001. Et puis des rebondissements, évidemment, avec en octobre dernier l'arrestation de Jacques Rançon, cet homme originaire de la Somme, qui était justement à Perpignan depuis 1997, qui va être en fait rattrapé par son ADN en octobre dernier. Et nouveau rebondissement la semaine dernière, cet homme va successivement avouer une tentative d'agression qui aurait pu se terminer par la mort de la victime, une jeune fille qui a vraiment échappé miraculeusement à son destin. Et puis ensuite, il avoue le meurtre également de Marie-Hélène Gonzalez, donc une autre des victimes de Perpignan. Alors il y a eu cette énigme, il y a eu l'idée, on a beaucoup parlé de ça, peut-être d'un tueur en série responsable de tous ces meurtres et de cette disparition. Les choses commencent à devenir beaucoup plus claires maintenant, même si le dernier mystère qui demeure est celui de la disparition de Tatiana. Voilà, je voulais rappeler tout ça au début de cette émission. Mes invités, d'abord le journaliste d'investigation Dominique Rizet. Bonjour. Bonjour Jacques. Merci infiniment. Vous êtes consultant au service police-justice de BFM TV. Et puis, dans quelques minutes dans cette émission, nous aurons également les témoignages, les commentaires de plusieurs avocats. Maître Étienne Nicolo, qui est avocat au barreau de Perpignan, avocat des familles des victimes. Maître Hubert Delarue, qui est avocat, lui, au barreau d'Amiens, nous racontera en quelques instants ce qui s'était passé auparavant, en 1994, dans la vie de Jacques Rançon, qui avait été condamné cette année-là à 8 ans de prison pour viol et pour une agression dont le scénario ressemble étrangement, malheureusement, à ce qui s'est passé plus tard à Perpignan. Nous aurons également Maître Xavier Caplet, qui est avocat lui aussi au barreau de Perpignan et qui est l'actuel avocat de Jacques Rançon. Hubert Delarue a été l'avocat de Jacques Rançon, mais en 1994. Et puis on entendra également, Laure Broulard a eu cette conversation il y a quelques heures avec elle, la maman de Tatiana Andujar, Marie-Josée Garcia, qui évidemment, à la lumière de ces nouveaux rebondissements, reprend aussi d'une certaine manière espoir d'aboutir un jour à la vérité. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, Dominique Rizet. En fait, ce qu'on appelle donc l'affaire des disparus de Perpignan commence en 1995 brutalement par le fait qu'une jeune fille qui a pris le train et qui veut rentrer, je crois, chez ses parents en stop disparaît. Oui, elle s'appelle Tatiana Andujar, 24 septembre 95, et elle disparaît. On la voit pour la dernière fois du côté du café Figuère. C'est un café qui sera au cœur des investigations sur les disparus de Perpignan. Donc c'est la toute première. Elle a 17 ans. On n'a jamais retrouvé son corps. Et en mai 97, c'est la fin des recherches. Une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d'instruction. Alors ensuite, pendant 2 ans, il ne se passe rien d'autre. Apparemment, en tout cas, on ne retrouve pas de corps. Et puis commence une série extrêmement macabre. Le 20 décembre 1997, une jeune femme de 19 ans qui est étudiante en sociologie à l'université de Perpignan, qui s'appelle Mokhtaria Chaïb, disparaît dans la nuit. Alors qu'elle a passé la soirée avec des amis, elle rejoint à pied en fait la cité universitaire où elle habite. Et on va découvrir son corps, je crois, le lendemain. Elle prend la rue Courteline, qui devient la rue Ribert un peu plus loin.
à côté encore du café Figuère, et on la retrouve le lendemain dépecée chirurgicalement, c'est ce que dit l'autopsie, éviscérée, les parties génitales ont été prélevées, et on va tout de suite penser, c'est là encore ce que diront les légistes, à un spécialiste de la découpe qui peut être un chirurgien, un vétérinaire ou un boucher. Voilà, et ça donnera d'ailleurs le premier suspect qui sera interpellé dans cette affaire. Oui, il s'appelle Andrés Palomino Barrios, il habite à 500 mètres de là, il a 49 ans. C'est un médecin péruvien, il est interpellé 15 jours après, placé en garde à vue, incarcéré. On découvre que c'est un faux médecin qui travaillait avec un faux certificat médical. Il sera libéré parce qu'il y aura un rebondissement plus tard. Aujourd'hui, il est mort. Oui, voilà, il est mort en Espagne. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, après ce premier rebondissement, 16 juin 1998, donc l'année suivante, enfin la même année, puisque l'arrestation de Andrés Palomino, c'est janvier, je crois, 1998. Oui. En juin, le 16 juin, Marie-Hélène González, qui a 22 ans, est déposée par une amie à la gare d'Argelès-sur-Mer, parce qu'elle a le projet de se rendre à Perpignan, et de Perpignan, elle veut faire du stop pour rejoindre le domicile de ses parents. Elle va à Toulouse, pas Toulouse, ouais. Toulouse. Non, Toulouse, ouais. Donc, elle prend la rue Courteline, elle passe devant le café Figuère et on la retrouve le 26 juin, donc 10 jours plus tard, position du fœtus au bord de l'autoroute, on trouve son corps. Les organes sont par terre, à côté du corps, elle n'a pas de tête, pas de main, et les découpes sont beaucoup plus grossières que sur le corps de Mokhtaria Chaïb. Mais là encore, on a prélevé les parties génitales et on soupçonne un même auteur. Voilà, et donc c'est le SRPJ de Montpellier, avec leurs collègues évidemment de Perpignan, qui mènent l'enquête depuis le début. Absolument, oui, depuis le tout début. On précise quand même que c'est la mort de la découverte du corps de Marie-Hélène González qui va faire sortir de prison le chirurgien Andrés Palomino Barrios, puisqu'il est en prison au moment de ce troisième... Voilà, il était soupçonné du meurtre de Mokhtaria Chaïb. On le libère parce que effectivement, il était en prison. Donc oui, enquête de la PJ, Perpignan, SRPJ Montpellier, et il faut savoir que tous ces dossiers d'instruction, ces trois-là, plus celui dont on va parler ensuite, ont été traités individuellement par la justice. Ils n'ont jamais été joints, ces dossiers, traités par le même juge, mais 4 affaires différentes, parce qu'on n'avait pas de preuves d'une connexion. De rapprochement, voilà. Alors, on a tenté des connexions, puisque je crois que les policiers de Perpignan ou de Montpellier ont rencontré aussi à un moment leurs collègues belges, parce que en Belgique il y a une affaire qui n'a jamais été résolue, qu'on appelle l'affaire du dépeceur de Mons. Merci. Et à un moment on a suspecté la présence éventuelle de cet homme. Ça n'a rien donné non plus. Ça n'a rien donné, Jacques, parce que le dépeceur de Mons, on ne sait pas vraiment qui il est. Donc c'était difficile de savoir s'il était passé du côté de Perpignan à cette époque-là. Mais c'est vrai que la technique était un peu la même. La technique de découper en partie les corps, c'est plus facile de se débarrasser d'un corps quand on le découpe, et puis d'enlever les mains, la tête, les parties génitales, parce que c'est beaucoup plus difficile ensuite pour la police scientifique d'identifier un auteur. Alors il y a eu une espèce de terrible rebondissement dans l'affaire de Marie-Hélène González, parce qu'on n'avait pas trouvé tout de suite l'ensemble du corps, et notamment pas sa tête, qu'on a retrouvé le 30 décembre 1998. Elle était morte en juin, ce qui ajoute encore aux questions qu'on se pose. En 2000, le 25 mai 2000, il y a une autre arrestation, un homme qui s'appelle Esteban Reg. Alors cet homme-là, il est interpellé à Lyon après avoir tué et mutilé un homme dans une affaire qui n'a rien à voir avec Perpignan, mais les enquêteurs s'aperçoivent que fin 97 et début 98, il se trouvait à Perpignan, il était hébergé au foyer d'accueil pour SDF le Tremplin, dans le quartier de la Gare, et cet homme s'est suicidé en prison 2 ans plus tard. Et alors j'ai lu, je parle évidemment sous votre contrôle si vous savez quelque chose de plus là-dessus, mais j'ai lu que on s'était posé beaucoup de questions évidemment sur le fait qu'il pouvait être l'un des auteurs d'un des meurtres. Il aurait dit à un codétenu qu'il aurait pu donner des informations sur l'enlèvement et le meurtre de Tatiana Andujar. Mais Tatiana Andujar va revenir dans le dossier à l'occasion de l'arrestation du premier meurtrier de toute cette affaire. Ça se passe en 2001. C'est après la disparition et le meurtre d'une jeune femme encore, Fatima Hidraou, en février 2001.
Ouais. Alors Fatima Hidraou, elle rentre chez elle à pied à 19h, elle habite à 2 km du secteur de la gare, et on retrouve sa fiche de paie sur un parking. Et au moment, à l'endroit où sa fiche de paie a été retrouvée, il y a une voiture qui a été repérée, on a un début de plaque d'immatriculation, on l'identifie, elle appartient à un garçon qui s'appelle Marc Delpech, qui est le patron du San Diego, c'est un bar du coin, mais qui est inconnu des services de police. Finalement, il est arrêté, il l'avoue, il dit je l'ai tué, je l'ai jeté à la mer. En fait, ça n'est pas vrai, on va retrouver son corps au bord d'un étang du Canet-en-Roussillon, à 500 mètres de chez Marc Delpech. Mais, il y a encore un élément, on va retrouver au cours de la perquisition un élément qui va poser beaucoup de questions aux enquêteurs. Ça fait froid dans le dos. Déjà, on retrouve chez Marc Delpech une collection de coupures de presse sur les disparitions de Perpignan, sur les meurtres. Et puis, on va découvrir l'ébauche d'un roman qui s'appelle Tatiana, où Marc Delpech raconte la disparition d'une jeune fille, rue Courteline, tout près du café Figuère, qui remonte la rue à pied et qui est abordée par un homme et qui monte dans sa voiture. Et ça fait froid dans le dos parce que c'est exactement l'histoire de la disparition de Tatiana. C'est comme ça qu'elle a disparu. En même temps, à décharge pour Marc Delpech, la presse en avait parlé, c'était 4 ans auparavant. Il aurait pu s'inspirer de coupures de presse. Mais quand même, il y avait des éléments très troublants. On peut dire qu'il était condamné. Il a été condamné en 2004 par les assises. Il a pris 30 ans. 30 ans de réclusion. Dont 22. Il a fait appel. Et il a repris en juillet 2005, 30 ans, mais pas la condamnation, la peine de sûreté. Voilà, donc il y a des soupçons qui pèsent sur lui, mais il y a aucune preuve matérielle. Mais je voulais qu'on rappelle tout ça parce qu'on demandera tout à l'heure à Maître Nicolo, bien sûr, qui représente l'ensemble des familles des victimes, où en est l'enquête, parce que après le rebondissement de la semaine dernière, dont on va parler dans quelques instants, après une pause, on est fondé à se poser la question de savoir est-ce que l'enquête continue pour la disparition de Tatiana. La dernière énigme des disparus de Perpignan, on va y revenir très longuement tout à l'heure, c'est la disparition donc de cette jeune fille de 17 ans et demi, Tatiana Andujar, en 1995. Mais on va revenir au dossier, à l'état du dossier actuellement. Il y a eu ce rebondissement en octobre dernier. On apprend qu'un suspect vient d'être mis en garde à vue dans l'affaire des disparus de Perpignan. Alors, c'est un homme qui est déjà fiché pour des agressions sexuelles. Il a été confondu par une trace ADN recueillie sur le corps de Mokhtaria Chaïb, qui, elle, on s'en souvient, donc avait été assassinée en 1997. Écoutez, avant qu'on en parle plus avec Dominique Rizet et ensuite avec Maître Nicolo, écoutez le récit de Patrick Tégéraud. C'était sur RTL. Il répondait ce jour-là aux questions d'Yves Calvi dans RTL Matin. Cette trace n'est pas une simple trace de contact ou un poil. Il s'agit d'une trace accablante et qui fait dire à ceux qui connaissent cet élément que l'homme en garde à vue est très probablement l'auteur du viol et du dépeçage de la jeune Mokhtaria Chaïb. En 2012, la juge d'instruction tente une dernière opération, une opération dernière chance, et fait faire des recherches ADN supplémentaires. 1 an plus tard, grâce au progrès technique, 2 profils sont isolés. Ils ne correspondent à aucun des 6 suspects principaux. Alors on les passe au fichier national et là, un nom ressort et un profil aussi, celui d'un homme condamné pour agression sexuelle. Alors justement, que sait-on ce matin du suspect, Patrick ? Alors, il a été identifié, vous savez, il y a plusieurs jours déjà et facilement retrouvé. Il a d'abord été surveillé et comme il n'a pas été jugé dangereux pour les enquêteurs, il a été interpellé en douceur hier vers midi. Il est originaire du nord de la France, mais il vit à Perpignan depuis de nombreuses années. Son avocat est maître Xavier Caplet. C'est un monsieur qui est cariste de formation, il ne travaille pas pour le moment, mais il a toujours travaillé dans sa vie, il a une vie de famille, il répond aux questions, bon, il se demande un peu ce qu'il fait là. Puis j'imagine que les enquêteurs ont des éléments pour aboutir à une garde à vue, surtout dans un dossier aussi sensible, je ne les connais pas pour le moment, nous en aurons connaissance ultérieurement. Alors cette garde à vue, c'est l'espoir qui revient chez les parents des victimes, l'espoir que ces crimes atroces ne restent pas impunis. Dominique Rizet, un mot de commentaire sur ce qui a amené à l'arrestation de Jacques Ranson. Ouais, techniquement c'est passionnant parce que en fait il a été rattrapé, Jacques Ranson, par sa violence. En octobre, il a été condamné en octobre 2014 à 1 an de prison pour menace de mort réitérée sur sa compagne. Ouais. Et à cette occasion, qu'on va entendre 1 an dans de un prison. instant d'ailleurs, oui. On lui prend son ADN. Ouais. Et c'est là qu'on met son ADN dans le fichier. Il y a pas longtemps, En 2014, on met son ADN dans le FNEG. Et dans le FNEG, il y a cet ADN dont vient de parler, l'avocat qu'on a entendu. Ouais. Donc, des cellules épithéliales de Ranson retrouvées sur la chaussure de Mokhtaria Chaïb. Ouais. Et c'est comme ça que
l'ADN va matcher, le fichier va matcher, donc on va l'identifier. Vous parliez de son ex-compagne qui, quelque part, se console en se disant que c'est à la suite de sa plainte que Jacques Ranson a pu être confondu. On va l'entendre tout de suite réagir à l'époque, au mois d'octobre, donc 2014. Écoutez ce qu'elle avait confié à l'époque à Patrick Tégéraud pour RTL. À chaque fois qu'une nouvelle réapparaît, je réentends son nom. Disons que ce que j'essaye d'enfouir petit à petit pour me dire que j'ai vécu avec un personnage, j'ai même pas de mots pour le qualifier, à vrai dire. Ça revient à la surface. Et en plus, j'ai 2 enfants qui le rattachent à lui. Par sa faute et par ce qu'il a fait, je suis devenue insomniaque. Avec la peur qu'il apparaisse derrière une fenêtre, avec la peur qu'il rentre chez moi. Même si je sais qu'il est en prison, il y a toujours cette peur-là, cette crainte-là. Le peu de fois où j'ai pu lui tenir tête, ou le peu de fois où il m'a vraiment frappé, ou tenu à la gorge pour me menacer, je me suis dit, à l'heure d'aujourd'hui, s'il faut, j'aurais pu finir comme ces jeunes femmes. C'est horrible. D'un côté, je me dis, j'ai eu de la chance. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je pourrais reprendre une vie sereine le jour où on m'annoncera qu'il sera décédé. En fait, cette affaire a été résolue grâce à vous. C'est grâce à votre plainte qu'il y a eu le prélèvement d'ADN qui a permis de le confondre. Dans un sens, oui, je suis fière de moi d'avoir pu aider la justice, en quelque sorte, à le coincer et de faire en sorte qu'il soit puni réellement à l'heure d'aujourd'hui pour ses crimes. Et en fait, c'est un enregistrement réalisé par Patrick Tégéraud la semaine dernière à la suite du 2e rebondissement, c'est-à-dire lorsque Jacques Ranson, qui avait déjà avoué le meurtre de Mokhtaria Chaïb, a fini par avouer d'abord une agression contre une jeune fille qui a survécu, et puis ensuite le meurtre donc de Marie-Hélène Gonzalez. Et vous savez que cette jeune fille qui a survécu à l'agression, qui a reçu des coups de couteau dans le ventre, quand elle est agressée, Ranson lui dit: eh bien, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Et c'était effectivement le jour de son anniversaire. Elle dépose plainte, sa plainte va être classée en mai 98, et elle se situe, l'agression de cette femme, juste entre le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez et 5 mois plus tard, le meurtre de Mokhtaria Chaïb. Voilà, donc il fallait faire ce rappel. On va faire une pause très rapidement. Ensuite, on va retrouver, comme je vous le disais, Maître Étienne Nicolo pour une première réaction, parce que, et quelle réaction, enfin je veux dire, quel rebondissement également. Puis ensuite, on parlera de la personnalité de Jacques Ranson, dans un premier temps avec Maître Hubert Delarue et ensuite avec Maître Caplet, donc qui est son avocat actuellement. Nous sommes en compagnie de Dominique Rizet ici dans le studio du 22 rue Bayard à Paris, et nous allons avoir tout de suite Maître Étienne Nicolo, avocat au barreau de Perpignan, avocat des familles de victimes. Bonjour Maître. Bonjour. Comment avez-vous appris récemment le dernier rebondissement, c'est-à-dire le jour où Jacques Ranson avoue qu'il a aussi tué Marie-Hélène Gonzalez? Les juges d'instruction m'ont téléphoné parce qu'ils ne voulaient pas que la famille de Marie-Hélène apprenne les aveux de Ranson par la presse ou par un moyen détourné. Donc ils voulaient, les magistrats instructeurs, que directement je puisse téléphoner à la famille de Marie-Hélène, ce que j'ai fait immédiatement. Ouais. Et lorsque il avait avoué le meurtre de Mokhtaria Chaïb, c'est-à-dire que pour le meurtre de Mokhtaria Chaïb, il était confondu par son ADN, mais encore fallait-il qu'il avoue. Ça s'est passé comment? Alors, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je sais, pendant 24 heures, il avait nié avoir commis le meurtre de Mokhtaria Chaïb, et au bout de 24 heures, il est passé aux aveux parce que l'un des policiers, une femme, l'a convaincu, en plus de l'ADN, à vider son sac, à se soulager sa conscience. Oui. Et évidemment, vous représentez l'ensemble des familles. Que va-t-il se passer maintenant dans le cadre de cette affaire? Alors, aujourd'hui, sur les 4 disparitions autour de la gare de Perpignan, 3 sont élucidées. Il reste à élucider la disparition de Tatiana Dujar, qui a disparu en septembre 1995, il y a presque 20 ans. Donc, les policiers vont concentrer leurs efforts sur cette 4e énigme, qui est en fait la première chronologiquement. Et puis, en ce qui concerne Ranson, il comparaîtra devant la cour d'assises. Il est probable que les dossiers seront joints et qu'il comparaîtra donc pour avoir tué Mokhtaria Chaïb, pour avoir tué Marie-Hélène Gonzalez et pour avoir tenté de tuer donc cette jeune femme qui, dans la période du mois de mars 1998, a été elle aussi agressée dans le quartier de la Gare.
Oui, et il y avait une enquête aussi concernant cette agression? Alors, cette agression, malheureusement, il y avait eu une plainte de la victime qui avait été éventrée, qui avait été victime aussi d'une tentative d'égorgement. Qui doit la vie, je crois, à une voisine qui a entendu. Absolument, une voisine qui est intervenue pour la sortir des griffes de rançon. Et cette procédure a été classée sans suite par le parquet de Perpignan, une décision qui est malheureuse, puisque 3 mois plus tôt, Mokhtaria Chaïb avait été tué dans le même quartier, dans des conditions à peu près semblables, avec aussi là des mutilations. Oui. Pour vous, maître, et quand je dis pour vous, c'est aussi pour les familles des victimes, Jacques Rançon ne peut pas avoir été impliqué d'une façon ou d'une autre dans la disparition de Tatiana? A priori, à l'époque où Tatiana a disparu, Rançon était incarcéré pour d'autres faits. Et bien entendu, on a vérifié s'il n'avait pas bénéficié d'une libération de sortie. Pour l'instant, je crois que les vérifications sont négatives, ce qui lui permet d'être mis hors de cause dans la disparition de Tatiana. Tout à l'heure, j'évoquais l'arrestation à Lyon de cet homme qui était passé par un foyer de SDF en 1997-1998, qui s'est suicidé par la suite dans sa prison. Et je disais que j'ai un souvenir comme ça d'avoir lu quelque part qu'il aurait confié à un codétenu qu'il savait des choses sur Tatiana. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans le dossier? C'est un des 6 suspects qui à l'époque donc avait été entendu, dont l'ADN d'ailleurs a été vérifié. Sur Tatiana, il y a plusieurs pistes. Et elles vont être reprises par les enquêteurs. Et la mère de Tatiana a bon espoir que l'on aboutisse aussi et qu'on élucide cette dernière énigme. Il y a cette affaire évidemment du manuscrit, on en parlait il y a un instant avec Dominique Rizet, ce manuscrit retrouvé chez Marc Delpech. C'est une des pistes. Effectivement, Marc Delpech a été longtemps soupçonné, mais il était soupçonné par la police à l'époque, je vous parle d'il y a déjà 5 ou 6 ans, il était soupçonné d'avoir commis tous les crimes autour de la gare de Perpignan. On sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu, puisqu'on a arrêté l'assassin, tuer ni Marie-Hélène ni Mokhtaria. Donc, Delpech est une piste parce qu'effectivement, il y a dans l'affaire qui le concernait après qu'il ait tué Fatima Edraou, il y avait des éléments qui laissaient penser qu'il aurait pu commettre d'autres crimes. Et donc cette piste, je pense, sera comme d'autres à nouveau réouverte. Et le chirurgien péruvien qui avait été ensuite remis en liberté, qui est mort en Espagne, est totalement hors maintenant du dossier, à votre connaissance? Alors, il est hors du dossier parce que, de toute façon, il était incarcéré au moment où Marie-Hélène González est tuée. On sait qu'il n'a pas tué Mokhtaria Chaïb puisque c'est Rançon. On sait que Fatima Edraou a été tuée par Delpech qui a été condamné à 2 reprises à 30 ans de prison pour ce meurtre. Quant à Tatiana, rien ne permettait de penser qu'il avait participé à sa disparition. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y avait des pistes qui paraissaient très sérieuses. Le faux médecin péruvien faisait le coupable idéal. Bien sûr, puisque avec les découpes sur les corps, avec le fait qu'il avait lavé son fourgon alors qu'il ne l'avait jamais, qu'il a dit des mensonges. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui qu'il était innocent de ce qu'on lui reprochait. Oui, bien sûr. Et puis on pourrait dire la même chose de la ressemblance quand même assez frappante entre toutes les victimes qui avaient relancé l'idée d'un tueur unique. Alors aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas un tueur unique, puisqu'on en a déjà 2. Mais je dis, c'est vrai vous parlez du coupable idéal. En fait, vous pouvez penser que toutes ces jeunes femmes avaient été tuées par la même personne. Avaient été tuées par la même personne parce qu'elles avaient la même silhouette, quoi. En fait, la même couleur, je crois, de cheveux. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que il y avait des ressemblances énormes dans le lieu de disparition, autour de la gare, les heures de disparition, le profil des jeunes filles. Mais je pense qu'il y avait aussi des différences qu'on n'a pas appréciées à leur juste valeur à l'époque. On s'est concentré sur ceux qui étaient identiques dans chaque crime, sans voir les différences. Ce qui fait que pour vous, c'est ma dernière question, Maître Nicolo, le travail de la police, enfin du SRPJ de Montpellier, de leurs collègues de Perpignan, a fini par être payant alors que tout le monde disait mais ils n'y arriveront jamais.
Je vous le dis tout net, et je pense avoir fait déjà avec vous une émission sur les disparus de Perpignan. Nous n'avons jamais perdu espoir. Exactement. Et ce que nous espérions, c'est que les progrès scientifiques permettraient d'ouvrir une nouvelle piste. Et c'est effectivement le progrès en matière d'ADN qui a permis donc de clarifier la situation et d'identifier Rançon. Je pense que on peut encore avoir la chance d'obtenir, de connaître le meurtrier de Tatiana. Je vous remercie beaucoup, maître. On entendra d'ailleurs Marie-Josée Garcia, la maman de Tatiana, tout à l'heure dans l'émission. Merci infiniment. Avec plaisir. Justement, on parlait du travail de la police, Dominique Rizet. Je crois que vous avez, il y a l'un des piliers de l'enquête qui est parti en retraite, mais il paraît que les policiers, tout au long de ces 18 années, voire 20, si on compte la disparition de Tatiana, se sont toujours passés le relais, se sont toujours assurés que l'enquête continuerait. Oui, se sont toujours assurés que l'enquête continuerait et ont toujours tenu au courant cet inspecteur de police qui s'appelle Guy Armand et qui a été vraiment le point d'ancrage de l'enquête à Montpellier. Alors maintenant, c'est un vieux policier. Et parce qu'on part en retraite pas trop tard quand même dans la police. Oui, il est parti tard, il voulait garder son dossier. Donc on le tient toujours au courant, puis même on l'appelle de temps en temps pour lui dire: Guy, est-ce que tu te souviens des circonstances de la découverte de... Donc quelque part, il est resté dans l'affaire. Bien sûr, Marie-Hélène Gonzalez, quand on retrouve son corps et quand ensuite on va redécouvrir sa tête dans un sac, ce sont des pompiers qui font de l'écobuage, vous l'avez raconté tout à l'heure, dans un champ, qui la découvrent, on l'appelle, on lui téléphone, la tête elle a été sortie du sac par des animaux sauvages, donc on appelle Guy pour lui dire: et tu te souviens qu'est-ce qui avait été vraiment récupéré, pas récupéré sur le corps. Donc ça reste la mémoire vivante du dossier. Et je l'ai eu au téléphone il y a quelques temps et il m'avait dit 2 ou 3 phrases que j'aimerais vous dire ici. Il m'a dit: quand je pense qu'on a peut-être eu notre homme entre les mains. Donc, ce qui veut dire par là, Jacques Rançon, peut-être qu'on l'a entendu, mais on a entendu tellement de monde dans cette affaire, voilà. Il m'a dit aussi: c'est pour ça que je ne dors pas la nuit, même 12 ans après. Et cette dernière phrase: quand vous avez la mère d'une victime qui vient vous attendre tous les matins pendant des mois à votre arrivée au bureau, ça rend la vie très difficile. Ça, c'est un aspect de l'enquête dont on parle peu, mais merci d'en avoir parlé, parce qu'il y a une implication comme ça énorme, humaine bien sûr, des équipes qui sont sur le terrain. Alors on va faire une pause et nous allons retrouver ensuite maître Hubert Delarue et je l'espère aussi maître Xavier Caplet, qu'on avait quelques petites difficultés à joindre. Maître Xavier Caplet est l'actuel avocat de Jacques Rançon. Maître Hubert Delarue l'a défendu en 1994 pour un procès au cours à l'issue duquel il a été condamné, Jacques Rançon, à 8 ans de prison. C'était déjà une affaire de viol. Le point aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire des disparus de Perpignan. Nous allons maintenant prendre les 2 avocats qui, à 20 ans d'intervalle à peu près, ont eu à défendre ou ont à défendre Jacques Rançon. Maître Delarue, vous êtes en ligne ? Bonjour Jacques Pradel. Bonjour maître. Maître Hubert Delarue est du barreau d'Amiens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances vous avez eu justement à défendre Jacques Rançon? Le procès était en 1994 et cet homme, donc, est-ce que l'agression sexuelle pour laquelle il a pris 8 ans de prison pouvait laisser penser qu'un jour ce même scénario pourrait déboucher sur un meurtre? Écoutez, franchement non. Et j'ai été surpris, voire même sidéré, lorsque j'ai appris ce qui était reproché à monsieur Rançon et qu'il avait, semble-t-il, manifestement reconnu. Moi, j'ai connu monsieur Rançon, j'ai défendu monsieur Rançon au regard d'une affaire qui s'était déroulée de faits de viol, comme vous l'avez évoqué, de vol d'ailleurs et de viol. Dans la région d'Amiens, là où il est originaire. Tout à fait, aux alentours d'Amiens. Ce sont des faits du mois de juin 1992 qui s'étaient passés en pleine nuit, à l'occasion duquel cet homme avait indiqué d'ailleurs dans sa défense qu'il avait eu un coup de tête, si je puis dire, un coup de folie à la suite d'une dispute qu'il avait eue avec son ami, qu'il avait pris la route, et puis que, par le plus grand des hasards, si je puis dire, sa route avait croisé celle de sa victime, voilà. Qu'il avait agressé et violé, donc.
Voilà, il avait agressé dans des conditions d'ailleurs évidemment relativement graves, puisqu'il l'avait agressé en la menaçant sans lui porter de coups, ce qu'avait indiqué cette femme, sans subir personnellement aucune violence, outre le fait qu'il l'avait arrêté avec sa voiture en faisant une queue de poisson, puis il l'avait menacé avec un couteau qu'on devait d'ailleurs retrouver plus tard dans son véhicule. Il l'avait emmenée un peu plus loin et avait abusé d'elle dans sa voiture. Ensuite, étonnamment, il l'avait raccompagnée à son véhicule et il s'est fait prendre, si je puis dire, parce qu'il avait volé le sac de cette dame dans sa voiture. Dedans, il avait les coordonnées, le numéro de téléphone, et il avait essayé d'avoir une relation téléphonique, en fait, de poursuivre, si je puis dire, cette invraisemblable relation, évidemment, ce crime qu'il avait commis, et d'essayer de parlementer ou de revoir cette femme. Et c'est évidemment dans ces conditions-là que la gendarmerie l'avait identifié, qu'il avait été arrêté. Et il vous était apparu comme quelqu'un qui regrettait son geste, ou parce qu'on se pose toujours la question de la récidive. Est-ce que les gens sont amendables? Est-ce que Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que sous l'empire de la loi qui était qui était appliquée, c'est-à-dire au bénéfice de ce qui n'existe plus maintenant, c'est-à-dire les circonstances atténuantes, il avait été reconnu à M. Rançon les circonstances atténuantes, et il avait bénéficié d'une peine qu'aujourd'hui on trouvera sans doute peut-être 8 ans, c'est léger, condamné à 8 ans d'emprisonnement. Il avait manifesté des regrets, qui apparaissaient relativement crédibles, relativement sincères. Par ailleurs, il avait un profil psychologique qui n'était pas alarmant, sauf qu'on y relevait qu'il avait eu une enfance extrêmement difficile, extrêmement perturbée dans les relations qu'il avait eues avec ses proches, que ça avait peut-être sans doute été un enfant non seulement mal aimé, mais également peut-être maltraité. En tout cas, c'est des souvenirs que j'en ai gardés. Ouais, donc 92 les faits, 94 le procès, 8 ans, et en 97 il est libre puisqu'il il vient de s'installer dans la région de Perpignan. Voilà, je pense que dès qu'il a quitté 97, ça correspond un peu plus de la mi-peine, puisqu'il avait été incarcéré. Donc il était libéré selon juin, il avait été incarcéré en août, donc effectivement en août 92, donc 97, il a fait quasiment 5 ans sur la peine, et là il quitte la région. Moi je n'ai plus de nouvelles de lui après cela. Et où il a commencé à vraisemblablement donc des agressions autrement d'une autre évidemment beaucoup plus grande gravité et très rapidement. Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué ce souvenir, maître. Un mot, Dominique Rizet. Je vous en prie, Jacques Pradel. Merci beaucoup, maître Delarue. Dominique Rizet. Une précision sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'inspecteur Armand, qui disait on l'a sans doute eu entre les mains. Il l'avait eu entre les mains puisqu'il avait été entendu, Jacques Rançon, il y a 12 ans, en 2002, par la police judiciaire. Il l'avait eu parce qu'il avait des problèmes sexuels déjà avec sa compagne, et pas celle qui l'a frappé. Elle avait porté plainte, une perquisition avait été menée chez lui et ses vêtements avaient été saisis et envoyés au laboratoire. Il avait des comportements sexuels bizarres. Et cette phrase de ce policier, il ne faisait pas partie des grosses pistes, il était remis en liberté. Voilà. Et le FNAEG existait à partir de quand, rappelez-moi, vers 94-95. Après. Donc en 2002, on aurait pu mettre son ADN. Fin des années 90, En 2002, avec des si, vous me direz, on peut réécrire l'histoire, mais bon. Il est passé à travers, comme beaucoup d'ailleurs. On va prendre maître Xavier Caplet maintenant en ligne. Bonjour maître. Bonjour, Jacques Pradel. Je rappelle, donc, vous êtes avocat au barreau de Perpignan et vous êtes l'actuel avocat de Jacques Rançon. On a envie, évidemment, au-delà des faits, qu'on a rappelés, au-delà de l'enquête, d'essayer d'apprécier plus. On se pose toujours la question du mobile. C'est de fait votre client un tueur en série. De fait, effectivement, il semblerait que ce soit un tueur en série, puisque aujourd'hui on peut lui imputer 2 assassinats, en tout cas 2 assassinats qu'il a reconnus, et une tentative qu'il a également reconnue, qui se situe d'ailleurs, si on regarde la chronologie des faits, entre les 2 assassinats. Oui. Alors, comment ça va se... Est-ce que vous pensez que cet homme peut encore faire progresser l'enquête? Je pense effectivement qu'il a encore des choses à dire. Il en a dit quand même pas mal au cours de ces différentes gardes à vue. Il y a un certain nombre de précisions encore à apporter. C'est la raison pour laquelle l'instruction n'est pas close. Elle le sera dans les mois qui viennent. C'est une enquête qui est ancienne, et donc je pense effectivement que le juge d'instruction a à sa disposition quand même pas mal d'éléments pour le renvoyer dans la cour d'assises.
Comment, puisque on a rappelé il y a un instant avec votre confrère maître Delarue une agression sexuelle suivie de viol, qui est déjà quelque chose de très grave. Comment il explique qu'il soit passé au meurtre? Est-ce qu'il l'explique? Pourquoi il a tué ces jeunes femmes? Il explique pourquoi effectivement il est passé à l'agression physique au meurtre, au coup. C'est à chaque fois, semble-t-il, parce que les victimes ont manifesté évidemment une opposition, et c'est dans cette situation qu'il a été amené à porter des coups mortels à ces deux victimes qu'on connaît aujourd'hui. Et au-delà du tueur en série, à votre avis, c'est aussi un violeur en série? Je pense que le problème est plus sexuel. En réalité, à la base, c'est pas un tueur. Lorsqu'il agresse des jeunes femmes, dans son esprit, il ne va pas les tuer. Et d'ailleurs, on a la sensation, j'écoutais Maître Delarue tout à l'heure, qui disait qu'il avait essayé d'entretenir une relation sentimentale avec sa première victime en 92. On a la sensation, effectivement, que dans son esprit, c'est le début d'une relation. Assez curieusement, d'ailleurs. Oui. Mais pour vous, c'est quelqu'un, ce sera ma dernière question, quelqu'un qui collabore à l'enquête? C'est quelqu'un qui, dans un premier temps, n'a pas collaboré à l'enquête puisqu'il a nié. C'est pour ça que je vous pose la question maintenant. Oui. Aujourd'hui, il est dans un autre état d'esprit. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu plusieurs mois de détention pendant lesquels il est à l'isolement. Donc c'est quand même un moment où on peut réfléchir. Il est suivi psychologiquement. Et je pense que tout ça, mis à bout a fait qu'il a aujourd'hui envie de solder son passé et de s'expliquer. Et vous confirmez aussi, bien sûr, qu'il n'est pas, par rapport à la disparition de Tatiana en Dujar, 1995, là, il est en prison. Tout à fait. Ça a été vérifié. Dans le nord de la France, donc. Ça a été vérifié. Il y a aucun risque que ce soit lui, aucune chance que ce soit lui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné votre éclairage, maître. On fait une pause, la dernière, dans l'émission. Ensuite, on entendra dans quelques instants Marie-Josée Garcia, donc la maman de Tatiana Andujar. Et puis avec Dominique Rizet, on reviendra sur un certain nombre de précisions qui nous permettront d'apprécier vraiment l'ensemble de cette affaire qui est loin d'être terminée. On va, avec Dominique Rizet, dans un instant, faire le point sur un certain nombre de questions qui se posent encore à propos de cette affaire, sur la personnalité de Jacques Rançon, mais aussi sur la prescription des différentes affaires qui, là, ont permis, enfin l'absence de prescription, qui ont permis aux policiers de continuer à travailler. Il y a des choses à dire, mais tout de suite, je voudrais qu'on entende la conversation qu'a eue pour l'heure du crime Laure Broulard avec la Marie-Josée Garcia, donc la mère de Tatiana. Écoutez, elle a raconté à Laure comment elle avait réagi lorsqu'elle avait appris que Rançon avait avoué ses crimes. Quand Jacques Rançon a avoué, en fait, il y a plusieurs sentiments qui se sont mêlés. Le premier est un sentiment de grande satisfaction pour les familles, pour la famille de Marie-Hélène, bien sûr. Une pensée très forte pour la famille de Mokhtaria. Et ensuite, égoïstement, un sentiment de crainte que tout s'arrête pour Tatiana ou que tout fonctionne au ralenti. J'ai eu très très peur du coup que l'affaire de ma fille passe dans les oubliettes en fait. Notre avocat, l'avocat des familles, maître Étienne Nicolo, m'a immédiatement rassuré, m'a garanti que aussi bien la police judiciaire que le juge d'instruction vont tout mettre en œuvre, vont continuer, et d'autant plus que il ne leur reste que cette affaire entre guillemets, et donc ils vont pouvoir vraiment y mettre toute leur énergie. D'autant plus que j'ai eu confirmation ce matin que je serai avec le juge d'instruction vendredi matin prochain. Et est-ce qu'il y a eu du nouveau dans l'enquête? On sait donc que ça ne peut pas être Jacques Rançon qui est à l'origine de la disparition de votre fille. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux éléments dernièrement? Alors aujourd'hui, nous, en ce qui concerne Tatiana, on en est au point zéro, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien qui peut nous permettre d'avoir des soupçons quelconques. Et vous avez encore la force de vous battre? Vous allez continuer à vous battre? Je vais continuer plus que jamais à me battre. Déjà, je ne peux pas baisser les bras pour ma fille. Et puis, parce que je me sens plus forte aujourd'hui de savoir que tant d'années après le meurtre de Mokhtaria, le meurtre de Marie-Hélène, on arrive à trouver. Ces assassins ont une épée de Damoclès au-dessus d'eux, et avec la ténacité et la persévérance de la police,
de la justice, de tout le monde, on arrive à élucider quand même des affaires qui datent de plus de 10 ans. Et donc, ça me rend beaucoup plus forte aujourd'hui. Là, c'était donc Marie-Josée Garcia, la mère de Tatiana Andujar, qui sera donc, vous venez de l'entendre, qui sera donc reçue ce vendredi par le juge pour faire le point sur l'enquête concernant la disparition de sa fille. Dominique Rizet, il nous reste quelques instants avant la fin de l'émission. D'abord, peut-être la question la plus importante, c'est celle évidemment que se posent les auditeurs devant une série de crimes comme cela. C'est la personnalité de Rançon. Alors évidemment, on n'a pas encore entendu les psychiatres, etc. Mais quand on a l'habitude, comme vous, des affaires criminelles, je veux dire, là, il y a des choses qui choquent, qui interpellent dans l'histoire de Jacques Rançon. L'habitude, Jacques, et les contacts avec ceux qui l'ont entendu, qui me disent, il y a une dichotomie dans la personnalité de cet homme qui était devenu récemment un bon père de famille. Il y a cette photo qui circule, qu'on voit de lui avec 2 enfants floutés, ce sont ses enfants. Père de famille, un bon mari qui tue atrocement. Alors oui, on n'en a pas trop parlé parce que simplement on se passe en général de détails trop macabres. Mais n'oublions pas qu'on a cherché un chirurgien ou un boucher pendant des mois et des mois. Ouais, Jacques, ce qu'il a fait, ça n'est même pas dissible parce que moi j'avais récupéré les autopsies, les rapports d'autopsie, de Mons, etc. Donc voilà, c'est vraiment. Il y a une violence extrême dans ces actes. C'est très violent, puis c'est aussi très précis, c'est très méticuleux. On dit que celui qui a fait ça a mis au moins 1 heure ou 1 heure et demie à découper les corps. C'est-à-dire qu'il a pris son temps. Alors quand vous parlez de dichotomie ou quand les enquêteurs parlent de dichotomie, c'est faire ça d'un côté et puis faire sauter des enfants sur ses genoux en rentrant le soir à la maison. Et reprendre une vie normale sans jamais, il l'a dit aux enquêteurs, je n'ai jamais eu besoin de me confier, de me confesser, de me rendre. Donc il a reconstruit une vie. Quand on l'interpelle, il a une nouvelle femme dans les Landes, il a 2 enfants, plus un des siens dont il a la garde, un de ses premiers enfants. Il est passionné de pêche, il travaille dans une entreprise du coin. C'est quelqu'un qui est pas du tout, au moment où les policiers l'interpellent, il n'est pas inquiet, il est serein, pas du tout déstabilisé par l'arrivée des policiers. Quand ils lui disent on a votre ADN, il ne craque pas, il reste toute la nuit comme ça. Mais il allait quand même sur des sites. Il allait comme sur des sites où il écrivait je cherche l'amour avec des femmes de 22-25 ans. Ouais, mais il n'était pas terrassé par le remords, quoi. Non, absolument pas. Aucun besoin de se confesser, c'est ce que les enquêteurs n'arrivent pas à comprendre. Et c'est là qu'on parle de cette dichotomie parce qu'on peut pas garder des souvenirs pareils et faire sauter ses enfants sur ses genoux comme ça. Ce sera tout le travail des experts psychiatres évidemment dans les mois qui viennent. Une toute dernière question. Certaines des affaires auraient pu être prescrites. Ça n'a pas été le cas. Vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Très vite, techniquement, elle devrait être prescrite. Mokhtaria Chaïb, décembre 97. Marie-Hélène Gonzalez, juin 98. Les affaires criminelles, la prescription, c'est 10 ans, donc on est bien au-delà. Oui, c'est 10 ans, mais c'est 10 ans après le dernier acte d'instruction. Après le dernier acte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une volonté de la justice de ne pas fermer avec l'accord, évidemment, des enquêteurs. Et il y a une référence, Jacques, à une jurisprudence, donc dans l'affaire, une jurisprudence Cour de cassation dans l'affaire Fourniret, qui a dit que quand un crime était connexe à d'autres crimes, donc on est dans la sérialité du crime. Quand on peut faire un lien. Absolument. Quand on peut faire un lien, en l'occurrence, on peut faire un lien entre sa condamnation en 2014 où il agresse sa femme. Donc c'est récent. Et cette violence envers sa femme, elle peut aussi lui être reprochée. Donc, grâce à cette jurisprudence, pour des faits commis en 97, 98, on va faire une connexion entre toutes ces affaires-là, et il sera jugé pour ça. Voilà, c'est la jurisprudence Fourniret. Je vous remercie beaucoup. Évidemment, on sera amené à reparler de cette affaire. D'abord parce que l'instruction est loin d'être terminée, on l'a compris. Et puis ensuite, il y aura le procès, donc il va se passer. Et on espère évidemment que l'enquête pourra peut-être aboutir un jour ou l'autre pour lever le mystère de la dernière énigme des disparus de Perpignan. Merci infiniment, Dominique Rizet. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flament dans quelques secondes.